Bonjour à tous. On va débuter cette séance du séminaire. Donc, c'est la deuxième séance de l'année 2023 consacrée aux musiques électroniques. Et on a le plaisir donc, de recevoir Salomé Koch et Noémie Vermesson. Je vais rapidement donc, présenter tout d'abord Salomé. Donc, Salomé Koch est normalienne. Donc, l'ENS Paris. Elle est diplômée d'un master en musique et sciences sociales de l'EHESS. Elle poursuit actuellement son cursus universitaire en doctorat de musicologie à la Sorbonne Nouvelle, donc sous la codirection de Catherine Leban et de Marc Böckler, donc à la Humboldt-Universität de Berlin. Sa thèse entamée en septembre 2020 porte sur les dynamiques du DJ set via donc, l'étude de cas d'un sous-genre de techno anglaise, la UK Bass. Elle fréquente par ailleurs la scène club parisienne depuis quelques années en tant que DJ et organisatrice de soirées avec son collectif phonographe Core. J'ajoute que Noémie est aussi DJ, donc nous allons avoir à la fois des universitaires et des actrices de la scène. Voilà. Je t'en prie, Salomé. Merci Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran. Hop. Donc, bonjour et merci à l'ISPM branche francophone de nous donner la possibilité de présenter nos recherches dans ce cadre. Ce que je vais vous présenter ici, c'est ma méthodologie analytique pour ma thèse, ou du moins le point où elle en est. Et je serais vraiment ravie du coup d'avoir vos feedbacks parce que vous allez le voir, c'est encore en cours de fabrication. Grossièrement, je vais commencer par vous présenter ma méthodologie analytique telle que je l'ai mise en place jusque maintenant, telle que je l'utilise. Elle change à mesure que je l'utilise, évidemment. Et je finirai, si j'ai le temps, en vous exposant les pistes sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Pistes qui sont justement encore un peu chancelantes et pour lesquelles je serais ravie d'avoir vos retours. Donc, pour commencer, mon questionnement d'épistémologie d'analyse musicale me vient du fait que derrière chaque méthodologie d'analyse se cache évidemment une conception de l'œuvre qui est sous-jacente et qui n'est pas toujours explicitée, même rarement. Donc je ne vous apprends rien bien sûr, mais analyser la forme d'une œuvre, c'est présupposer que l'œuvre a un début, un milieu et une fin, et que cela a une pertinence ontologique surtout. Analyser à partir d'une partition, de même, c'est aussi présupposer la consistance ontologique de cette partition et le fait que celle-ci vraiment soit partie de l'essence de l'œuvre. Or, quand on est confronté à des œuvres qui sont problématiques par rapport à la conception canonique de l'œuvre, forcément, ça bouscule aussi la méthode d'analyse et ça rebat les cartes. Et encore une fois, c'est évident, mais faire une analyse harmonique pour une sonate de Mozart ou pour un morceau de techno, ça n'a pas le même poids dans ce qui fait l'essence de l'œuvre, même si dans les deux cas, évidemment, ça peut être intéressant. Bref, tout ça pour dire, encore une fois, que toute méthodologie analytique présuppose une certaine conception de l'œuvre et qu'il doit y avoir une adéquation entre les deux pour que cette analyse soit pertinente. Alors, je ne vais pas reparler de tous les débats qui existent sur l'ontologie de l'œuvre dans la musique populaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et en particulier, pour la musique électronique de danse, Marc Böckler avait déjà fait un travail vraiment passionnant dans Playing with Something That Runs, qui est son dernier livre dont vous avez des extraits à l'écran. Donc, il faut penser une manière d'analyser qui soit conforme non seulement à son objet, mais aussi aux pratiques qui lui sont associées. Et dans le cas de la musique électronique de danse, du coup, au principe d'une œuvre ouverte qui soit justement capable de croissance et d'expansion. Et en quoi est-ce que c'est si important ontologiquement? Eh bien, parce que c'est la pratique du DJing qui forge la musique, c'est la pratique interprétative qui forge la musique, et c'est pas la musique qui préexiste et qui dicte son interprétation, parce que les morceaux doivent être propres à faire danser et se mixer facilement les uns avec les autres. Donc, rapidement, c'est quoi l'œuvre en musique électronique de danse? Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que justement, Marc Böckler a déjà fait un travail vraiment très intéressant là-dessus. Juste, je détaille les deux volets sur lesquels je travaille pour ma part. Mais donc, la première chose à dire, c'est que l'unité de base, ça reste le morceau
et de manière assez traditionnelle. C'est-à-dire que ce qui se transparaît dans les discours, comme dans les pratiques des musiciens, des danseurs et des auditeurs, c'est que chaque morceau est tout de même bien conçu comme un tout indépendant et comme une œuvre séparée, en fait, comme la conception canonique de l'œuvre, comme une symphonie de Beethoven, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même le morceau tout seul qui fait œuvre. Et ce que composent les producteurs, ce sont d'abord des morceaux qui comprennent déjà en eux-mêmes une structure de tension et de résolution. Et donc, sur ce point de vue-là, il y a beaucoup de chercheurs qui ont déjà travaillé sur les dynamiques à l'œuvre au sein de ces morceaux. Butler, bien sûr, qui parle donc des break, build-up et drop, qui sont un peu les 3 grandes sections dans les morceaux de musique électronique de danse, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Après, il y a aussi des choses en sciences cognitives, en sciences sociales, Tammy Gadir, Zainer Henriksen, Solberg, Jonsenius, etc. Et donc, il y a beaucoup de littérature qui travaille sur ces morceaux en tant qu'unité, dans la mesure où ces morceaux sont conçus comme des œuvres fermées, justement. Voilà, donc l'important, c'est qu'ils sont quand même, ces morceaux, conçus comme des œuvres, et analyser tout un morceau en le concevant comme une œuvre, en cela, ça a quand même un sens, et ce n'est pas du tout imposer de l'extérieur un concept inadapté aux pratiques et aux conceptions qui ont cours. En revanche, et là où c'est différent, c'est que ce sont des unités qui sont, pour ainsi dire, ouvertes, et c'est là que l'analyse doit s'adapter. Donc l'idée, en fait, de laquelle je suis partie, c'est que l'analyse du morceau à lui seul ne suffit pas pour en comprendre les potentialités, parce qu'il est conçu pour lui-même, mais il est aussi conçu pour dépasser son propre cadre, puisque sa structure est aussi pensée pour non seulement correspondre à d'autres structures, mais aussi dramatiser ces autres structures dans un geste plus large, qui sera celui du coup du DJ set. Bref, il est pensé pour dépasser ses propres frontières et sa réinterprétation par d'autres morceaux peut être vraiment considérable suivant ce avec quoi il est mixé, ou pas du tout, ça dépend justement. Et donc, se cantonner juste à l'analyse du morceau sans penser au mix, c'est évidemment passer à côté de ce pourquoi il est conçu, de la manière dont il est composé, mais aussi de toutes les potentialités et réinterprétations possibles par d'autres morceaux qui, en fait, font aussi partie de l'essence de l'œuvre dans la mesure où c'est une œuvre justement capable de croissance et d'expansion. Et donc, l'analyse musicale, par définition, se centre avant tout ce qui, dans une œuvre, ne change pas. Parce que, évidemment, quand on essaye de définir ce qui fait l'essence d'une œuvre, très souvent, ce qui revient, c'est ce qui ne change pas. Et ce qui ne change pas, ce serait ce qui fait, du coup, l'identité de l'œuvre. Et donc, la méthode analytique, par défaut, elle met de côté tout ce qui n'est que potentiel. Or, dans des œuvres non fixées comme les morceaux de musique électronique de danse, le potentiel tient une place prépondérante, même quand il ne reste qu'à l'état de potentiel. Voilà. Donc, on comprend mieux un morceau en saisissant justement les potentialités qui existent en lui au sein d'un DJ set. Donc ça, c'est le problème duquel je suis partie. Pour la méthode maintenant, du coup, ce que je fais pour l'instant, c'est qu'elle se fait en 2 temps qui correspondent justement aux 2 volets. Les 2 volets, du coup, correspondent à un aspect du concept d'œuvre propre à la musique électronique de danse. Donc, d'abord, je travaille sur le morceau comme unité. Et ensuite, je travaille sur le morceau en le concevant comme outil de DJ set qui est sujet à des transformations. Donc, d'abord, je passe rapidement sur l'analyse des morceaux en tant qu'unité parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant ici. Mais donc pour l'analyse des morceaux, je travaille d'abord sur leur forme. Donc là, vous avez à l'écran des représentations des morceaux, en fait, des tableaux formels des morceaux. Donc sur les lignes, c'est les différentes boucles qu'il y a dans le morceau. C'est jamais totalement exhaustif, hein. J'essaye d'être exhaustive au maximum, mais évidemment, je n'ai pas les fichiers audio des producteurs. Donc, ce n'est pas non plus parfaitement exhaustif. Et ensuite, chaque case correspond à une mesure. Voilà, donc ça laisse apparaître assez bien les trajectoires dynamiques. Ça permet de comparer aussi et ça permet de préciser un peu, de ne pas juste se cantonner à l'idée, OK, là, il y a un build-up, là, il y a un break, là, il y a un drop, etc. Ensuite, donc ça, c'est pour la structure générale. À plus petite échelle, pour les boucles, je travaille sur Ableton pour comprendre les spécificités rythmiques des morceaux, parce que je travaille sur un genre de musique qui joue beaucoup avec des déséquilibres rythmiques, justement. Pourquoi est-ce que j'utilise Ableton et pourquoi est-ce que je fais des captures d'écran d'Ableton? Parce qu'il me semble que c'est plus clair pour les rythmes, dans la mesure où, comme vous avez des exemples ici,
les rythmes, justement, sont jamais parfaitement quantifiés. Ils sont pas toujours pile sur les temps. Justement, les producteurs et productrices jouent beaucoup avec ça. Ils les décalent un peu, ils les mettent un peu avant, un petit peu après, etc. pour créer un groove. Et ça, en fait, quand on note en partition traditionnelle, évidemment, on peut pas le montrer, sauf à mettre des quarts de quarts de quarts de soupir. Mais bon, du coup, c'est pas clair, c'est pas du tout clair à la lecture. Là, je pense que c'est plus clair. Et il y a aussi, donc là, vous avez l'exemple au-dessus, en vert. Il y a aussi possibilité de faire apparaître les différences de vélocité, donc les différences de nuances. Donc là, vous avez par exemple la dernière double de chaque groupe est en bleu un peu plus clair et ça indique qu'elle est moins forte. Voilà. Et puis aussi parce que c'est la manière dont les producteurs et productrices travaillent, souvent avec des logiciels de MAO comme Ableton ou FL Studio. Et du coup, ça me paraissait assez cohérent en fait d'utiliser ça pour représenter les rythmes. Et ensuite, bien sûr, toujours concernant cette analyse des morceaux en tant qu'œuvre fermée, en tant qu'unité, il y a toute la question de l'ingénierie sonore. Donc, comment le morceau est produit et mixé, comment est géré l'espace stéréophonique, quelle est la chaîne d'effets appliquée au son. Pour ça, je pense que le vocabulaire de l'ingénierie sonore permet de parler du timbre avec pas mal de précision. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que on se pose beaucoup la question de comment est-ce qu'on va exprimer tel ou tel timbre, représenter tel ou tel timbre dans l'analyse musicale, c'est compliqué, etc. Mais je trouve que, par exemple, parler du type de réverbération qui serait appliqué à tel ou tel son, c'est en fait assez éloquent et ça donne une idée du son assez claire, je trouve. Mais parenthèse refermée. Donc voilà pour l'analyse des morceaux conçus en tant qu'unité. Je mélange en gros les tableaux formels, ces analyses rythmiques sur Ableton, des questionnements d'ingénierie sonore aussi, où j'essaye de reproduire des sons toujours avec Ableton. Et voilà. Et donc maintenant, pour ce qui est de l'analyse du morceau comme outil au sein d'un DJ set, là aussi, je travaille en deux temps. Donc d'abord, j'analyse des DJ sets qui existent déjà et qui comprennent le morceau sur lequel je travaille. J'utilise un moteur de recherche qui s'appelle MixDB, qui se trouve très facilement et c'est très simple. Je tape le nom du morceau dans le moteur de recherche et il me trouve les DJ sets dans lesquels il y a ce morceau. Évidemment, à nouveau, c'est absolument pas exhaustif, mais ça donne une petite idée. Il y en a souvent deux ou trois au moins. C'est souvent des mix radio, donc c'est une manière un peu particulière de mixer, mais c'est déjà ça. Voilà, donc premier moment d'analyse quand j'essaye de penser le morceau comme un morceau qui sert au sein d'un DJ set. Deuxième moment d'analyse, c'est cette fois un moment expérimental, justement, où cette fois c'est moi qui joue, parce que comme je n'ai pas assez d'exemples dans des DJ sets déjà existants, je mixe moi-même le morceau étudié, alors mix au sens de DJ, hein, pas au sens d'ingénieur du son, mais je mixe le morceau étudié avec d'autres morceaux, de même style ou non, justement, j'essaye de faire un peu le grand écart. J'enregistre les transitions et ensuite je réécoute et je commente et j'analyse les écarts que ça produit. Donc, quels détails sont mis en avant, quelles affinités musicales se dessinent, quels éléments sont dramatisés. Et pour l'analyse, ça se traduit du coup par le fait de mixer les morceaux, d'enregistrer les transitions avant et après. Et en fait, comme avant, il y a eu le travail sur le morceau sans transformation aucune, le mixage avec d'autres morceaux met vraiment facilement en relief les changements que produit sur lui le mix et du coup toutes les potentialités du morceau de dépasser son propre cadre. C'est des changements qui se produisent à beaucoup d'échelles, donc à l'échelle du morceau d'abord. Exemple très simple, mais un morceau calme paraîtra d'autant plus calme s'il est mixé avec un morceau très énergique. Et puis ensuite, à l'échelle de la transition, il y a plein de petites dynamiques qui s'opèrent. Donc, par exemple, un rythme syncopé peut venir déstabiliser un morceau très répétitif avec un kick en 4 on the floor, c'est-à-dire avec un kick sur tous les temps, sur les 4 temps de la mesure. Et donc, de cette manière, on peut plus facilement comprendre le morceau comme pouvant servir d'intermédiaire au service d'un geste plus large au cœur d'un DJ set et dont le sens aussi est susceptible de changer. Voilà, et donc ensuite je compare les différents mix puisque chaque mix révèle une certaine interprétation du morceau de départ, le choix de la mise en valeur d'un élément ou d'un autre. Voilà, et à partir de cela, il y a deux problématiques qui s'articulent. Donc d'abord, l'analyse d'une œuvre ouverte et non fixée, donc l'analyse du morceau conçu comme œuvre ouverte,
Et d'autre part, l'analyse des dynamiques du DJ set, puisque forcément, il y a ce que le mix nous apprend du morceau, mais de l'autre côté, il y a aussi ce que l'articulation d'un morceau dans un mix nous apprend justement du mix. Donc l'idée avec ça, c'est d'abord de mieux comprendre le morceau d'origine en analysant ses potentialités, et ensuite de mieux comprendre la variété des dynamiques du DJ set qui peuvent exister. Alors, je vais vous donner des petits exemples audio. Je vais commencer par un exemple un peu spécial. Vous allez voir pourquoi, mais j'ai choisi ça, et surtout un exemple très rapide. J'ai choisi celui-là parce qu'il me semble qu'il rend très clair cette idée d'un morceau qui sort de lui-même, justement, et qui peut servir de cadre à d'autres. Donc, je vais vous faire écouter ça. C'est un morceau qui s'appelle Don't de Batou. Je vous le fais écouter d'abord sans transition, sans le mixer. Alors, pardon, ça arrive. Alors, j'arrête là pour l'instant. Donc, vous voyez que c'est un morceau un peu particulier, un peu original par rapport à la norme de la musique électronique de danse, dans la mesure où il comprend presque aucun kick et presque aucun élément percussif. Et justement, toute sa progression est bâtie pour laisser désirer un drop. Donc là, il joue sans cesse sur cette attente et sur l'absence de drop. Vous avez entendu que j'ai coupé pile à un moment où on croit que ça y est, ça va dropper, il va y avoir un kick, une basse, etc. Et en fait, non. Et ça n'arrive jamais pendant tout le morceau. Donc, il joue avec ça. Mais ce qui est intéressant ici, justement, c'est qu'avec ce cadre en forme de succession de soufflets énergétiques, ce morceau peut aussi changer radicalement de fonction dans un DJ set, puisqu'il est possible pour le DJ d'utiliser l'une des montées en tension, l'un des build-up, comme on vient d'entendre, pour ensuite dropper un autre morceau. Et utilisé ainsi, du coup, le morceau voit sa structure complètement transformée, puisque l'attente est satisfaite. Donc là, c'est vraiment l'exemple d'un morceau qui peut complètement servir de cadre à un autre morceau. Je l'ai entendu dans des DJ sets où il était joué en général plutôt au début, plutôt comme outil pour faire monter la tension, sans s'en servir forcément comme cadre. Mais après, on peut aussi justement jouer avec ça. Donc, je vous fais écouter une transition que j'ai faite. Elle n'est pas géniale, je vous préviens. Mais c'est juste pour vous donner une idée de la manière dont il peut être utilisé justement comme cadre pour dropper un autre morceau.
Alors voilà, donc là, vous avez entendu que la transition n'était même pas terminée, le morceau était toujours là, mais il y avait déjà le kick du morceau suivant qui était là et qui changeait complètement, évidemment, le caractère du morceau. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il utilise le cadre du premier morceau. Ce n'est pas juste une succession de morceaux, c'est vraiment une utilisation des structures mutuellement qui permet de faire avancer le mix. Autre exemple, maintenant, un peu plus étoffé. Désolée, je laisse mon PowerPoint comme ça parce que c'est plus simple pour vous faire écouter la musique. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Underdog de Pearson Sound. Alors, vous avez ici le schéma de sa structure générale. Je vous le fais écouter. Je ne vais pas avoir le temps de vous le faire écouter en entier, mais au moins peut-être jusqu'à la moitié. Alors voilà, donc vous voyez qu'il y a encore une fois les lignes qui correspondent aux boucles. Le pr, c'est le son d'écrasement. Je l'ai appelé comme ça parce que je ne savais pas trop comment le nommer et je trouvais que c'était assez éloquent. Donc c'est un morceau qui est en gros construit sur l'alternance de deux zones texturales qui sont toutes les deux en fait assez dénudées. Et ça, c'est déjà un premier élément de tension, disons, dans la structure du morceau, dans la mesure où on attend presque un moment où la texture sera plus pleine et où on n'aura plus, pour le coup, ce geste de chute dans la mesure qui est ici. Donc, je vais vous montrer ça mieux. Alors là, vous avez à l'écran le geste, donc le geste rythmique du kick et du son d'écrasement, ainsi que la snare sur la ligne snare et le hi-hat sur la ligne hi-hat. Donc, ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est qu'il y a vraiment un geste de chute, disons, de déséquilibre au moins qui se dessine dans cette boucle de 4 mesures. Ces 4 mesures qui sont très marquées de silence, ce qui est quand même assez rare dans la musique électronique de danse, forcément. Une mesure pleine alterne avec une mesure vide, où il y a seulement la conjugaison de la snare et du hi-hat qui relance le mouvement. Et le geste de chute, justement, a lieu dans la mesure pleine. Donc là, vous avez le mouvement rythmique du kick qui est syncopé et qui semble nous emmener vers une accentuation du premier temps de la mesure suivante. Mais en fait, il s'accélère brusquement en fin de mesure et ce son d'écrasement n'arrive pas sur le premier temps de la mesure 2, mais sur le dernier temps de la mesure 1. Et il semble en fait presque couper la parole à la dynamique des kicks. Et donc, on a presque l'impression que la mesure trébuche et qu'on tombe sur ce son avant le temps fort qui est attendu. Mais alors, ça ne s'arrête pas là. Vous avez donc la deuxième occurrence de cette boucle, donc les 2 dernières mesures de la boucle que vous avez ici. On pense que ça va faire la même chose, mais encore une fois, le producteur ici joue avec nous parce qu'au lieu de refaire exactement la même chose, cette fois, il met le son d'écrasement non pas sur le temps, mais sur le contre-temps, donc sur un moment encore plus faible. Et il déjoue encore une fois les attentes ici.
Voilà, donc il joue beaucoup avec ce geste presque de chute pendant tout le morceau. Et ensuite, il faut ajouter à ça le rôle donc, de la snare et des hi-hats. Donc la snare, pour sa première occurrence dans la deuxième mesure, elle est bien sur le temps et quelque part, elle restabilise, elle coupe le silence, elle nous réinstalle dans le cadre de la mesure et elle nous réinstalle dans la métrique, en fait, qu'on commence à oublier avec le silence qui est très long. Mais ce qui est intéressant, c'est que la deuxième fois, en fait, cette fois, elle est sur le contretemps et le hat aussi. Donc, encore une fois, ça déséquilibre à nouveau avant le retour du coup de la boucle qui paraît presque arriver trop tôt parce que à cause de ce changement sur les deux mesures. Voilà pour l'analyse du morceau quand on le conçoit en tant que unité fermée, quelques petites choses à dire. Donc maintenant, il faut analyser le morceau en tant qu'il peut être mixé avec d'autres, justement. Et là, donc, ça signifie nous pencher sur la manière dont les caractéristiques que je viens d'exposer, donc typiquement le déséquilibre ou la retenue d'énergie à l'échelle du morceau, se voient ou bien occultées, ou bien modifiées, ou bien accentuées, à travers leur couplage au trait d'un autre morceau, précisément. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, je n'aurai pas le temps de vous exposer toutes les manières dont le morceau est transformé. Je vous montrerai que 2 ou 3 exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce morceau que vous venez d'entendre, il peut aussi bien servir de build-up vers un morceau que de drop depuis un autre morceau. C'est-à-dire qu'il peut être tant un outil d'augmentation de tension qu'un outil de résolution des tensions. Il peut voir la tension liée à son geste de chute résolu ou bien accentuée par une autre boucle rythmique. Ces sections peuvent changer de fonction. Il peut aussi changer de caractère, c'est-à-dire que les autres morceaux peuvent souligner tantôt ses aspects un peu ironiques, tantôt son aspect dansant, tantôt son aspect sombre. Voilà, donc ces transformations mutuelles d'un morceau par l'autre se font aussi à la faveur d'une impression de lien de causalité entre les morceaux, c'est-à-dire que quand c'est bien mixé, on a l'impression que l'événement musical de l'un des morceaux est produit par l'événement musical de l'autre morceau. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment une forme de mélange, on ne sait plus quel élément appartient à quel élément. Donc, je vais vous faire écouter maintenant une transition de ce morceau Underdog avec un morceau qui s'appelle Icy Lake, qui est sorti en 2014 sur un label qui s'appelle Night Slugs. Donc, je vais vous faire écouter la transition dans les deux sens. Je commence par Underdog vers Icy Lake.
Bon, voilà, désolée, je vous ai fait écouter la transition mal faite. Je me suis trompée de fichier. Désolée pour ça. Donc là, vous avez entendu que Underdog, à l'échelle des 2 morceaux, justement, il servait vraiment de build-up, donc d'outils pour augmenter la tension, pour ensuite faire dropper Icy Lake, qui est plus régulier, qui a quelque chose de plus dansant. Et donc, ça paraît assez évident, en fait, de les jouer dans ce sens-là. Le drop, la transition est assez longue et du coup, c'est ça aussi qui donne plus de force au drop. Et par ailleurs, parce que, alors là, vous avez à l'écran justement le petit motif mélodique. Ce n'est pas exactement les bonnes notes parce que c'est un peu dépitché, mais vous avez le petit motif mélodique qui est dans Icy Lake. C'est un motif en croche de 3 notes. Donc évidemment, ça ne s'insère pas dans un cadre binaire. Et forcément, ça crée des petits déséquilibres, des petites tensions. Parce que tantôt, les 3 notes sont jouées, tantôt, il répète le fa dièse, justement, pour pouvoir repartir sur le bon pied. Parfois, il le fait, parfois, il ne le fait pas. Donc, c'est ça, c'est un jeu avec ça, justement, qui participe aussi de l'accroissement de la tension pour en arriver jusqu'au drop. Je vais passer un peu vite parce que je n'ai pas le temps. Mais là, vous avez l'exemple de l'usage du coup de Underdog comme un build-up. Après, on peut aussi passer beaucoup de temps à commenter la transition. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que j'ai beaucoup d'exemples justement où ce morceau sert de build-up. Mais à chaque fois, ça se base sur des procédés, sur des ressorts un peu différents. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comparer justement ces ressorts et pas tellement de dire juste là, il sert de build-up, là, il sert pas de build-up, etc. Parce que ce serait pas assez précis. Mais plus intéressant, je vous fais écouter la transition inverse, donc cette fois de Icy Lake vers Underdog. Alors, je vais arrêter là. Mais ce qui me semble assez intéressant ici de noter, c'est que déjà, à l'échelle des 2 morceaux, du geste produit par les 2 morceaux de l'un vers l'autre, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas l'inverse de la transition inverse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais dans l'autre sens, on avait vraiment Underdog qui sert de build-up vers Icy Lake. Là, il ne me semble pas que Underdog soit complètement une forme de chute énergique par rapport à Icy Lake. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a quand même une forme de drop en fait quand les basses d'Underdog arrivent. Ça fait quand même un effet de drop en fait, alors que c'est un morceau qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins stable, etc. Et qu'on n'aurait pas forcément tendance à utiliser pour ça. Mais le tout petit point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est vraiment à l'échelle de la transition à un moment. Je vais vous faire réécouter le passage, mais ce qui est assez intéressant justement, c'est qu'il y a vraiment des correspondances évidentes qui se dessinent entre les morceaux, qui sont permises par la parenté stylistique des 2 morceaux, bien sûr, et par la parenté rythmique. Donc là, vous voyez à l'écran, sur la ligne bass drum, c'est Underdog. En rouge, c'est Underdog. En jaune, c'est Icy Lake. Et sur la ligne open hi-hat, c'est l'espèce de petit synthétiseur nasillard.
Et à des moments de la transition, du coup, il y a des espèces de correspondances entre les sons qui se dessinent et des impressions vraiment de questions-réponses que j'ai essayé de retranscrire ici. Donc, je vous remets juste ce passage-là et après un autre passage. Voilà, donc là, en fait, on ne sait plus à qui appartient quoi et on a vraiment l'impression que les deux morceaux se répondent l'un avec l'autre. Et parfois, donc là, dans ce morceau, il y a même un exemple qui est presque narratif, presque humoristique, parce qu'on a l'impression que le son d'écrasement de Underdog coupe la parole au sample vocal de Icy Lake. Donc, je vous fais écouter juste ce passage-là. Je ne sais pas si ce sera très clair à l'audio. Voilà, je ne sais pas si c'était très audible. Mais là, vous avez donc vraiment des correspondances qui se dessinent entre les morceaux, justement à la faveur de liens de causalité qui se font entre les morceaux et plus seulement au sein de chaque morceau. Voilà. Je n'ai pas le temps de vous montrer d'autres exemples, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'aussi, pour le coup, là, ce n'est pas un mix que j'ai fait, mais dans un DJ set que j'ai écouté, Underdog sert vraiment de drop pour le coup, parce que le morceau d'avant est tellement expérimental et bizarre que d'un coup, on a l'impression de quelque chose de très, très stable, etc. Avec un autre morceau, un mix que j'ai fait avec un morceau qui s'appelle Damask Silk, c'est un morceau de plus d'esthétique un peu techno-industrielle avec des basses qui sont très, très basses, beaucoup plus basses que celles de Underdog et des synthétiseurs d'ambiance dans le fond qui élargissent beaucoup l'espace sonore. Ce qui est intéressant là, c'est que du coup, ça réinterprète aussi presque tout l'espace stéréophonique de Underdog, tout l'espace sonore, en fait, ça l'élargit complètement. Les basses sont plus basses aussi, et c'est un morceau qui est très sombre. Donc là, vous avez entendu avec Icy Lake un morceau un peu humoristique, presque parfois un peu ironique, avec les bruits de mitraillettes, de téléphone, de canards, etc. Avec Damask Silk, en fait, ça accentue au contraire le côté sombre de Underdog et ça montre un aspect complètement différent. Voilà. Et donc, après, il y a encore des millions d'exemples, mais c'était ce que je voulais vous présenter. Voilà pour la méthode que j'utilise actuellement. Maintenant, là, ça, c'est seulement pour parler des morceaux en tant que... Enfin, quand je travaille sur un morceau en particulier. Pour les DJ sets dans leur entièreté, ce que je fais pour l'instant, mais c'est ce sur quoi je suis en train de travailler et qui est encore un peu... pas encore très clair. Ce que je fais, c'est j'écoute les DJ sets, je prends des notes, je les commente et puis je dessine des sortes de courbes énergétiques pour voir un peu la trajectoire énergique du DJ set. Mais c'est un peu, pour l'instant, c'est pas très abouti. Et ah oui, j'avais un dernier exemple. Pour une autre transition, donc d'un morceau qui s'appelle Rocode à un autre morceau qui s'appelle Convolution. Ça, je voulais le montrer juste parce que c'est un exemple de transition où on change les appuis et où le moment de la transition fait changer le lieu des temps forts d'une certaine manière. Donc, c'est aussi une manière de réinterpréter rythmiquement le morceau d'origine. Voilà, mon temps est écoulé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Salomé. Alors, on va passer donc de la musicologie analytique à la littérature. Donc, on accueille Noémie Vermosson, qui est donc musicienne, elle aussi. Elle est doctorante en littérature comparée. Elle a soumis une thèse sous la direction de Timothée Picard sur la réception critique de la techno lors de son arrivée en Europe dans les années 80 et 90. Donc à l'université Rennes 2. Elle se produit régulièrement en tant que DJ aussi, sous le pseudonyme de Vixta. Et ses recherches actuelles s'orientent vers les questions d'hypermobilité dans l'art et la culture. Donc sa communication est intitulée La technoprise au mot, écriture critique de musique électronique dansante en Allemagne, France et au Royaume-Uni entre 1988 et 1999. Hop, si ça va passer en
partage d'écran. Merci. Merci. Baptiste, est-ce que tout le monde m'entend? Et est-ce que le partage d'écran fonctionne? Oui, c'est bon. Oui, super. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un échange hyper... Enfin, je suis vraiment très inspirée par la première communication. Je sors de quelques jours de fièvre, donc j'ai le cerveau un peu embrumé, mais je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. Je viens de terminer une thèse en littérature comparée que j'ai rendue en décembre. Le titre, pardon, c'est la technoprisomo, écriture critique des musiques électroniques dansantes en Allemagne, en France et au Royaume-Uni de 86 à 99. Je l'ai écrite sous la direction de Timothée Picard et je la présenterai à Rennes 2 le 10 février. Donc, je vais essayer de partager un peu quelques découvertes que j'ai pu faire au cours de ma recherche. Un parcours qui était à la fois théorique et pratique, mais je vais surtout parler de la théorie aujourd'hui, avec peut-être un axe de réflexion autour des tensions qui entourent une approche académique de ces musiques, tensions contre laquelle j'ai écrit et que j'ai parfois tendance, je crois moi-même, à reproduire. Tension autour de la légitimité, mais pas que. Donc rapidement, pour un peu revenir sur le contexte de ma recherche, j'ai fait un master de littérature et culture européenne à Lille 3. J'ai écrit 2 mémoires de master, le premier sur la critique rock et le second sur un critique rock français en particulier qui s'appelle Yves Adrien, qui a écrit pour Rock et Folk et Libération et qui a publié un ouvrage culte qui s'appelle Nouveau Vision, qui était sorti en 1980. Et donc à cette époque, c'était il y a presque une décennie maintenant, je commençais à faire de la radio, je sortais de plus en plus en club, mes goûts musicaux, mes habitudes d'écoute et ce que je recherchais comme type d'expérience esthétique étaient en pleine transition. Et je commençais à caresser l'idée de peut-être continuer mes recherches dans le cadre d'un doctorat. Et à l'époque, j'avais le sentiment que le rock, mais aussi la littérature et la critique rock étaient déjà assez étudiées d'un point de vue académique. Enfin, assez, c'est vrai que c'est un peu relatif comme mot. Et je sais que le rock a aussi rencontré des obstacles lors de son entrée à l'université. Mais je trouvais qu'il y avait moins de choses sur les musiques électroniques dansantes et surtout sur la critique de ces musiques, critique musicale de ces musiques. Et je me demandais, mais où sont les Lester Bangs, les Greil Marcus, les Philippe Manœuvre de la techno, qui sont un peu quelques grandes figures comme ça de la critique rock. Ce qui était intéressant, c'est qu'au cours de conversations dans les cercles académiques, je posais parfois cette question, mais où sont ces figures est-ce qu'il y a des figures de critique techno? Où sont-elles? Pourquoi est-ce que je ne les rencontre pas aussi facilement que j'ai pu rencontrer quelqu'un comme Lester Bangs ou Yves Adrien? Et on m'a souvent dit, mais il n'y a pas de tradition de critique techno, ça n'existe pas, les figures n'existent pas. Et de manière implicite ou explicite, dans ces conversations, il y avait aussi cette idée que de toute façon, c'est une musique du moment, c'est pas une musique au sujet de laquelle on réfléchit, c'est pas une musique que l'on peut analyser, critiquer. Or, à cette époque, même si ma connaissance de ce corpus était relativement limitée, j'ai fait quelques recherches très brèves et j'ai très vite trouvé une littérature critique sur ces musiques. Ce que je trouvais intéressant, c'est que cette même littérature reproduisait ces paradigmes, pour ne pas dire préjugés, sur la possibilité, ou plutôt même l'impossibilité d'une écrire au sujet de ces musiques. Alors, je vais... Hop. Donc, un exemple... c'est le livre Énergie Flash, écrit par Simon Reynolds, qui est sorti en 1998, qui est un livre c'est un peu un jalon dans l'écriture, l'écriture sur la techno. D'ailleurs, c'est intéressant, en 1998, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur les musiques électroniques. Et
Simon Reynolds est intéressant parce qu'il a écrit sur le rock, il a aussi une démarche métacritique et il s'est vraiment aussi immergé dans la culture techno. Donc, c'est quand même un point de vue auquel j'accorde un certain crédit. Mais là aussi, dans ce livre, il y a une forme de paradoxe selon lequel, un paradoxe puisque d'après Simon Reynolds, il serait impossible d'écrire sur la musique rave. Il utilise l'expression rave. Moi, j'utilise l'expression techno. Je vais expliquer dans un instant un peu pourquoi j'ai choisi techno dans le cadre de mes recherches. Mais voilà, donc il dit c'est impossible. Et en même temps, Energy Flash, c'est un livre de 500 pages. Je vais lire quelques raisons énumérées par Simon Reynolds, expliquant ses difficultés. Ce genre d'expérience, donc l'écoute des musiques rêves, ne peuvent vraiment être documentées, bien que l'obsession post-Irving Welsh pour les fictions rêves ait tenté de relever le défi. Alors, comment écrire l'histoire d'une musique fondamentalement amnésique et non verbale ? Contrairement au rock, la musique rêve n'est pas construite autour de paroles. Pour le critique, cela requiert un changement d'orientation de telle sorte qu'on ne se demande plus ce que la musique signifie, mais comment elle fonctionne. Quelle est la charge affective d'un certain son de basse ou d'un rythme particulier ? La musique rave introduit une rupture avec le rock, ou en tous les cas la littérature anglaise dominante et les paradigmes socio-réalistes de la critique rock, qui se concentrent sur des chansons et une narration. Là où le rock relate une expérience autobiographique ou imaginaire, la rêve construit cette expérience. Contournant l'interprétation, l'auditeur ou l'auditrice est projeté dans un tourbillon de sensations exacerbées, d'émotions abstraites et d'énergie artificielle. Malgré tout l'idéalisme et l'énergie déclenchée par l'ecstasy, une quantité incroyablement faible d'expression artistique a survécu à cette période. Hormis Boys Own, il n'y a presque aucun fanzine documentant la scène telle qu'elle est advenue. On était tout simplement trop occupés à s'amuser. Ce fut cependant une période très productive en matière de création à court terme, comme pour les t-shirts, les flyers ou le club design. Alors, juste au passage, c'est la première fois que j'utilise Keynote. J'espère que vous appréciez les petites couleurs en fond d'écran. Voilà, donc de ce paradoxe qui traverse la littérature techno, a émergé une série de questions qui ont guidé ma recherche. Est-il vrai que ces musiques ont suscité un moindre effort critique ? Peut-on véritablement penser qu'elles sont encore plus difficiles à écrire, décrire et critiquer que d'autres genres musicaux ? Mon hypothèse est justement que la house et la techno ont suscité une littérature critique bien plus riche et complexe qu'on l'a souvent imaginé. Et j'ai donc cherché à esquisser les contours d'un ensemble critique autour de ces musiques au moment de leur apparition, mais aussi d'enquêter sur les motivations et conditions qui ont soutenu le lieu commun de l'indicibilité. D'où, là encore, plusieurs questions. La house et la techno ont-elles introduit des caractéristiques musicales et esthétiques nouvelles par rapport à d'autres musiques ? En quoi ces caractéristiques ont-elles pu constituer des défis pour la transcription en mots et la formulation d'un jugement esthétique ? Comment un appareil critique s'est-il formé au moment de l'émergence de ces mouvements musicaux ? Et enfin, quelles ont été les causes et conséquences de cette supposée résistance au discours ? Beaucoup de questions. Et voilà, je voulais m'arrêter ici un instant sur les tensions qui traversent cet imaginaire. Et je ne sais pas s'il lui est propre, mais alors que l'intégralité de ma thèse s'est écrite presque contre ces déclarations de Reynolds et ce qu'elles représentent, j'ai parfois, moi aussi, intégré ou fait l'expérience de cette résistance, c'est-à-dire que, comment expliquer ? À certains moments, lorsque le monde universitaire s'empare des musiques électroniques, je ressens quelques résistances en moi et je réalise qu'en fait, j'ai un peu intégré les mêmes lieux communs que exprime par exemple Simon Reynolds dans ses citations. Voilà.
pour un petit moment de réflexion. Je réfléchis à ce que je vais dire après. Alors, je voulais dire quelques mots sur la terminologie et notamment sur l'usage, le fait d'avoir choisi le mot techno. Alors, en illustration, c'est une image que j'ai trouvée dans Nova Magazine, je crois que c'est en 96. Nova Magazine, qui est un magazine français, et donc l'image reprend, c'est censé être une carte de métro et reprend plusieurs acteurs de la scène musicale en France à l'époque, donc c'est milieu des années 90. Et en fait, j'ai juste utilisé cette illustration parce qu'on retrouve beaucoup dans les musiques électroniques de sortes de cartographie ou de arbres généalogiques. Et voilà, je trouvais que celle-ci était particulièrement jolie. Donc, à la recherche d'un espace par le nom était un des moments de réflexion de mon introduction. Quelle terminologie employer? J'avais envisagé utiliser l'expression musique électronique, mais ça me semblait trop hétérogène. J'ai envisagé d'utiliser l'expression musique dansante, mais là encore, ça me semblait trop large. Parfois, j'utilise l'expression musique électronique dansante, mais ça me semble un peu long et parfois un peu encombrant. Et en ce qui concerne EDM, il me semble que ça fait référence à un genre et à des valeurs et des pratiques qui sont un peu différentes de celles qui traversent mon corpus, qui est vraiment donc fin des années 80 et années 90 en Europe. J'avais envisagé l'expression club et rêve, mais ça me semblait trop lié à un phénomène social. J'avais envisagé l'expression culture DJ, culture du mix, mais là encore, ça me semblait dépasser le corpus que je souhaitais utiliser. J'avais envisagé le terme house, qui est lui lié à une pratique, à un lieu, la warehouse, à des caractéristiques esthétiques et musicologiques bien précises. Et finalement, j'ai décidé d'employer le terme techno, enfin vraiment emprunté, c'est le mot, qui répond aux mêmes exigences, c'est-à-dire que c'est lié à une pratique, un lieu, des caractéristiques esthétiques et musicologiques bien précises, mais qui est moins connoté que house, qui parfois dans l'imaginaire collectif est associé plutôt à un sous-genre. Ce moment me permet aussi d'évoquer 4 axes paradigmatiques qui traversent ma recherche. C'est-à-dire que même si je ne m'arrête pas, si je ne me suis pas contentée, ou si ces expressions ne m'ont pas convenu en tant que telles, elles pointent toutes vers des axes, des caractéristiques, disons, de mon corpus musical. C'est-à-dire le premier axe, qu'il s'agit que la techno soit une musique électronique. Le deuxième axe est le fait que ce soit une musique dansante. Le troisième axe, que ce soit une musique qui soit liée au mix. Et le quatrième axe, que je n'ai pas fait apparaître ici, mais qui est lié aux questions de minimalisme et d'anonymat, le fait que ce soit une musique qui ait peu de paroles, qui mettent souvent, pas toujours, mais en tous les cas sur la période de mon corpus, dans lequel il y a une culture de l'anonymat, du minimalisme, et tous ces axes sont aussi liés à cette potentielle difficulté de écrire, d'écrire et critiquer ces musiques. J'en viens à une question encore de terminologie, puisque j'ai utilisé les termes d'indicible et d'ineffable, que j'emprunte cette fois à un philosophe qui s'appelle Jean Kelevitch. Et ça peut paraître un peu paradoxal, puisque Jean Kelevitch mobilise ses concepts pour parler de musique classique. Il publie un livre en 1961 qui s'appelle « La musique et l'ineffable ». Et dans ce livre, il distingue ce qu'il appelle l'indicible et l'ineffable, et il mobilise ces expressions pour décrire, alors la musique indicible, il l'associe à une musique allemande, et la musique ineffable, il l'associe à une musique française. Donc c'est dans son livre, ce sont des termes qui ont
un bagage esthétique, historique, politique. Et en fait, j'ai fait un peu un pari d'émanciper ce bagage historique. Alors, je vais lire un peu, c'est pas exactement la même citation que celle qui apparaît sur l'écran, mais il écrit notamment la musique comme le mouvement et la durée est un miracle continué qui à chaque pas accomplit l'impossible. Et surtout, il écrit, il distingue en fait ce dont il n'y a absolument rien à dire, une musique dont il n'y aurait absolument rien à dire et qui serait inexprimable parce qu'il y a sur elle infiniment, interminablement à dire. Je crois que j'ai mal recopié cette citation, alors je vais juste lire celle qui est à l'écran. Est indicible à cet égard ce dont il n'y a absolument rien à dire, ce qui rend l'homme muet en accablant sa raison et en médusant son discours. Et l'ineffable, tout à l'inverse, est inexprimable parce qu'il y a sur lui infiniment, interminablement à dire. Tel est l'insondable mystère de Dieu, tel est l'inépuisable mystère d'amour, qui est mystère poétique par excellence. Car si l'indicible, glaçant toute poésie, ressemble à un sortilège hypnotique, l'ineffable, grâce à ses propriétés fertilisantes et inspirantes, agit plutôt comme un enchantement, et il diffère de l'indicible autant que l'enchantement de l'envoûtement. La perplexité même qu'il provoque est, comme l'embarras de Socrate, une féconde aporie. Donc, comme je le disais, j'ai fait le pari d'émanciper cette distinction de son bagage historique et d'en faire un usage sans hiérarchie esthétique. Et d'ailleurs, au cours de mon travail, je n'utilise jamais indicible ou ineffable pour décrire des musiques, mais plutôt des expériences. Ce ne sont pas des adjectifs pointant vers l'ontologie des œuvres, mais plutôt vers des situations et des expériences qu'elles suscitent. Je vais pas trop m'attarder sur ce point, mais si c'est pas clair, je répondrai avec grand plaisir à des questions sur ce point. Mais juste pour donner un exemple, par exemple, si l'on postule, comme le fait Simon Reynolds, que la techno n'a suscité aucun écrit, il s'agit dans mon travail d'une situation de l'ordre de l'indicible, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien à en dire. Au contraire, un livre de 500 pages qui souligne les limites de sa propre démarche serait de l'ordre de l'ineffable, puisque l'auteur inspiré a eu une multitude de choses à en dire, sans pour autant épuiser son objet. Donc là, on est vraiment dans des questions d'ordre musico-littéraire. Et en mobilisant Jean Kelevitz, je souhaitais justement souligner que ces questions esthétiques qui animent mon travail s'inscrivent dans une tradition dépassant mon corpus littéraire. Et la question de la dissibilité face à la musique, des enjeux, des difficultés face à la musique traversent l'histoire de la littérature et a fortiori de la critique musicale. Je renvoie ici au travail de mon directeur de thèse, Timothée Picard. Enfin, toujours concernant le cadre théorique, je me suis appuyée sur la philosophie pragmatiste, notamment le travail de John Dewey, auteur de l'art comme expérience, puis de Schusterman. Il y a une citation de Schusterman à l'écran, qui est l'auteur de L'art à l'état vif. L'art à l'état vif. Ce qui est intéressant chez Schusterman, alors une des choses qui est intéressante chez Schusterman, c'est qu'il fournit tous les arguments pour légitimer l'étude des arts populaires. Et donc, je le mobilise souvent au cours de mon travail, mais en même temps, c'est un philosophe américain qui est passé à côté de la techno. Et donc là, il y a une forme un peu aussi de tension. Dans les textes, il décrit ses expériences en club, musique qu'il trouve théoriquement intéressante, mais dont l'expérience ne semble pas le satisfaire. Et d'ailleurs, il décrit cette musique comme une musique inhumaine. Donc, pour moi, là où s'arrête le travail de Schusterman reprend Cornel West, qui est non seulement un philosophe pragmatiste afro-américain qui a beaucoup écrit au sujet des musiques noires, mais qui s'est aussi plus particulièrement intéressé aux musiques techno. Il a d'ailleurs... il a fait une interview avec le DJ Seth Troxler, par exemple. Voilà. Donc, là, j'ai partagé le mouvement de l'introduction dans ma thèse. Je n'ai pas mis tous les niveaux de mon introduction sur la page,
C'était une introduction. Donc, oui, voilà, j'ai juste retranscrit le fil qui me semble le plus important pour comprendre un peu le mouvement dans l'introduction. Il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, mais encore une fois, si je peux répondre à des questions sur les choix que j'ai faits en termes de limites spatio-temporelles, du corpus que j'ai pu choisir, ou même des difficultés d'utiliser la critique comme objet de réflexion, je peux éventuellement y répondre dans les questions. Donc, ça, c'est le plan de ma thèse. Là encore, c'est un résumé du plan. Je reviens donc à ma question de recherche qui, pour résumer, oui, si on peut la résumer, c'est une critique techno est-elle possible et existe-t-elle? Spoiler alerte, je vais répondre à cette question dans ma présentation. Dans mon premier chapitre, donc hypothèse d'une impossibilité, j'ai articulé la difficulté d'écrire aux directions esthétiques de cette musique. C'est-à-dire que j'ai repris les 4 axes que j'avais énumérés dans l'introduction, le fait qu'elle soit électronique, donc étrangère, et à ce niveau-là, j'ai parlé du fait que cette musique était un art acousmatique, des tensions autour de la relation de l'homme à la machine, des tensions autour du rythme répétitif, des tensions autour de la formule électronique. Mon deuxième axe, qui était lié au fait que ces musiques soient dansantes, voire transcendantes. Et là, j'ai notamment parlé du fait ou évoqué le fait que ces musiques soient fonctionnelles, contextuelles et relatives, irrationnelles, charnelles. Et peut-être que je peux préciser ici que j'ai regroupé en fait tout de la même manière que Simon Reynolds énumère toutes les raisons pour lesquelles, d'après lui, il est difficile d'écrire au sujet de la techno. J'ai lu une bibliothèque très large d'écrits au sujet de la techno, et en fait, j'ai regroupé tous les endroits où ces écrits articulent une difficulté face à leur objet d'étude. Et toutes ces difficultés, je les ai systématisées dans ce premier chapitre. Donc, comme je disais, le premier axe, c'est le fait qu'elle soit électronique. Il y a énormément d'auteurs qui parlent de la difficulté d'écrire une musique qui est dansante. Il y a énormément d'auteurs qui parlent d'une difficulté, et d'autrices qui parlent d'une difficulté d'écrire et de critiquer des musiques qui sont mixées et remixées, notamment autour du fait que ces musiques soient partagées sur des maxis, que les morceaux ne soient pas complètement clos, mais au contraire qu'ils soient destinés à être mixés. Et là, ça rejoint un peu le travail de Salomé, le fait que ces morceaux se réalisent à travers le mix. Et dans ce troisième axe qui est lié au mix, j'ai parlé également où j'ai regroupé toutes les difficultés qui étaient liées à la rivalité entre les différentes figures qui sont actives dans ces musiques. Par exemple, le DJ est une figure nouvelle, pas entièrement nouvelle, mais en tous les cas, c'est une figure singulière dans la mesure où elle est à mi-chemin entre le critique ou le journaliste et le musicien, puisque le DJ, c'est quelqu'un qui partage la musique. Et en partageant la musique, certains auteurs l'interprètent comme une façon de faire une critique en acte. Et donc, comme je le disais, il y a un quatrième axe dans ce premier chapitre qui regroupe toute une série d'impossibilités. Ce quatrième axe a trait à l'anonymat, le fait que de nombreux musiciens se produisent, ou en tous les cas dans les années 80 et années 90, soient produits avec des masques et utiliser énormément
pseudonymes. Je pense à quelqu'un comme Larry Heard qui a utilisé une quinzaine de pseudonymes pour produire. Et donc ça, c'était vécu par certains critiques comme une difficulté parce qu'il n'y avait pas la même personnalité comme on a pu trouver dans des groupes de rock, par exemple, ou chez les musiciens pop. Très peu de paroles aussi, donc là c'est un peu, ça rejoint ce que disait Simon Reynolds, donc autour de cette question d'anonymat et de minimalisme. Très peu de paroles, très peu parfois, et c'est très vrai dans les années 80-90, c'est moins le cas après, très peu d'images aussi accompagnant la musique, et qui rendait difficile en fait l'interprétation pour les critiques. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des caractéristiques que j'ai inventées, je les ai simplement systématisées et ça m'a permis un peu de créer une sorte de paysage, en fait, des difficultés exprimées par ces auteurs. Donc, en regroupant toutes ces difficultés ou en parcourant cette bibliothèque, je me suis bien rendu compte qu'en fait, il y avait une bibliothèque très, très large, très variée, très vaste, vraiment abondante autour de ces musiques, ce qui déjà permet de prendre un peu de distance par rapport à ce que disait Simon Reynolds. Par exemple, quand il dit que hormis Boys Own, très peu d'écrits ont été publiés au sujet de ces musiques. En réalité, des recherches de ma part m'ont vraiment mise face à une forme de littérature foisonnante. Dans le deuxième chapitre, j'ai systématisé cette littérature selon l'angle cette fois du livre. Donc, ce n'est pas de la critique musicale au sens journalistique, mais ça répond néanmoins à la question de la dissibilité face à la techno. Et ça met un peu en lumière cette question du rapport de la techno au mot. Et donc, dans ce deuxième chapitre, j'ai systématisé cette littérature en fonction de 5 catégories de livres. La première, c'est une bibliothèque de référence et qui en fait regroupe les livres qui sont parus avant le mouvement techno, mais qui ont été mobilisés ensuite. Donc, par exemple, toute la littérature futuriste ou dadaïste qui est citée par des producteurs ou par des journalistes. Également l'imaginaire afrofuturiste, la théorie postmoderne ou encore les écrits de l'anarchiste Hakim Bey qui ont été mobilisés en fait a posteriori, mais qui sont vraiment des références très régulières dans cette littérature. La deuxième catégorie dans ce deuxième chapitre concerne les publications universitaires qui sont là aussi plus nombreux, surtout vers la fin en fait de mon corpus d'analyse, donc de 86 à 99. Dans les années 90, il y a davantage de publications universitaires. Alors, aucune sur la critique musicale au sujet de la techno, mais beaucoup, par exemple, sur le phénomène rêve en tant que phénomène social. Il y a une troisième catégorie qui regroupe les publications du journaliste et qui inclut par exemple le Energy Flash de Simon Reynolds. Une quatrième catégorie qui inclut des fictions, notamment je pense à Irvine Welsh, mais surtout quelqu'un comme Vincent Borel ou Stéphanie Lopez, qui sont des écrivains français qui ont écrit des romans au sujet de la techno. Et une cinquième catégorie qui regroupe des perspectives de protagonistes, donc des personnes qui ont participé au mouvement et qui ont ensuite écrit un ouvrage. Plusieurs choses m'ont intéressée dans cette littérature, comme je disais, le fait qu'elle soit très vaste et très variée, et ensuite qu'à tous les endroits se posent des questions de dissibilité et de rivalité. C'est-à-dire qu'il y a quasiment toutes ces publications posent la question de leur propre légitimité, de leur possibilité à capturer ce mouvement.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question de la capture, elle est aussi discutée avec d'autres médiums. Par exemple, il y a un livre de photographie au sujet de la musique techno qui s'appelle No Photos on the Dance Floor et qui pose en fait qui réfléchit beaucoup aux difficultés de prendre des photos de cette musique. Par exemple, à Berlin, il est interdit de prendre des photos en club. Donc, comment documenter? C'est aussi une question qui se pose au cinéma très régulièrement. Enfin, il y a plusieurs articles qui discutent des pires scènes de cinéma qui ont essayé de filmer des scènes de club. Donc, la question de la capture n'est pas limitée uniquement à la littérature, même si la littérature semble avoir poser des enjeux bien particuliers. À ce moment de ma réflexion, pardon, je change de position. À ce moment de ma réflexion, j'ai fait un retour en arrière. La logique, c'était de se dire, certes, il y a des difficultés, en même temps, il y a une littérature foisonnante, donc est-ce qu'il y a une spécificité de difficulté autour de la critique musicale? Et à ce moment-là, j'ai fait un retour en arrière pour analyser ou présenter des critiques musicaux qui se sont intéressés au disco, en m'intéressant notamment à la manière dont eux ont relevé les défis que j'ai évoqués, par exemple, dans le premier chapitre. J'ai notamment évoqué le travail de Vince Aletti, qui est un critique américain, le travail de Alain Pacadis, qui est un critique français, qui a notamment écrit pour Libération, qui a beaucoup écrit au sujet de la danse, mais aussi de la marginalité et de la mondanité, qui sont des questions. La question de la marginalité peut constituer une forme de résistance à l'aune d'une écriture sur ces musiques. Et j'ai aussi évoqué le travail de James Hamilton, qui était un journaliste qui a d'abord écrit sur la Northern Soul et qui ensuite a beaucoup écrit sur le disco. Et c'est un des premiers journalistes qui partageait les BPM des morceaux dans ses critiques musicales. Donc en fait, il avait développé une méthode dans les années 70 avec une montre et à l'écoute d'un morceau pour trouver lui-même le BPM du morceau qui ne figurait pas sur les morceaux et les partager dans ses critiques musicales afin d'aider les premiers DJ qui développaient le beat matching en Grande-Bretagne à pouvoir beat matcher les morceaux entre eux. Voilà, donc ces trois journalistes ont en quelque sorte frayé un chemin pour une critique de la techno. Et j'en arrive donc dans mon troisième chapitre à une nouvelle question, puisque si un rapport entre la techno et les mots existe, et il est foisonnant, et si des critiques musicaux ont même écrit sur le disco, y a-t-il une difficulté qui soit de l'ordre des médias? Est-ce que dans les années 80-90, en fait, c'est les médias qui étaient résistants à une critique de la techno? Pour répondre à cette question, j'ai fait des recherches dans tous les magazines, journaux, fanzines dont... Ah, est-ce que je suis en train de... 5 minutes. Bon, je vais essayer de faire au plus vite. Voilà, donc ça, c'est tous les magazines, enfin toutes les revues que j'ai pu trouver. Aucun souci. Non, c'est bien que tu me dises. 5 minutes, ça va me permettre d'être plus synthétique. Voilà, donc toutes les revues dans lesquelles j'ai trouvé des mentions de la techno, telles que je l'ai définie dans mon corpus, ou dans mon introduction, pardon. Et comme vous pouvez le voir, alors tous n'ont pas
autant écrit au sujet de la techno. La quantité, par exemple, les Inrecuptibles n'ont pas énormément écrit sur la techno. Quand l'Humanité a écrit sur la techno, c'était de manière très hostile. Ailleurs, par exemple, Libération a beaucoup couvert le mouvement techno, donc ça peut être un peu trompeur de regarder ce tableau, mais en tous les cas, on peut dire une chose, c'est que là encore, il semblerait que cette critique ait été bien plus abondante que ne l'ait postulé Simon Reynolds dans les citations que j'ai lues en introduction. Voilà, donc en fait, ce troisième chapitre, il est assez long, il fait 100 pages. J'ai un peu analysé et comparé tous ces différents magazines et leur traitement de mon objet musical, mais je ne vais pas avoir le temps de discuter ça ici. Mon quatrième chapitre, je me suis penchée plus précisément sur des groupes d'articles. En 1986, il y a eu une série d'articles, notamment en Grande-Bretagne, qui ont couvert les premiers disques de house. Donc, c'est un peu oui, voilà, la première série d'articles qui correspond à la musique telle que je l'ai définie dans mon introduction. Et cette première série pose un peu les bases de la manière dont ces musiques sont écrites par les journalistes européens. En 88, Neil Rushton et Stuart Cosgrove publient une compilation qui s'appelle Techno, The New Dance Sound of Detroit. J'ai mis une image que vous pouvez voir à l'écran et c'est une compilation qui regroupe plusieurs morceaux de Juan Atkins, Blake Baster, Anthony Shakir, Kevin Sanderson, voilà, donc les producteurs de Détroit. Et ça va être un vrai événement journalistique. C'est couvert il y a beaucoup de chroniques au sujet de cette compilation. Des chroniques surtout en Grande-Bretagne, mais aussi une en France, deux en Allemagne. Et c'est un peu la fondation des mythes aussi. C'est le mythe de Détroit avec la construction d'une scène qui, à l'époque, les producteurs ne vivaient pas cette scène de manière très opposée à Chicago, mais les journalistes ont vraiment différencié les deux. Donc voilà, je me suis un peu penchée là-dessus dans mon chapitre 4. Et ensuite, à la fin de ce chapitre, j'ai un peu balayé les 10 dernières années du corpus et montré à quel point le mouvement se démultiplie en plein de petites scènes et à quel point toutes ces petites scènes à chaque fois recréent refaçonnent des caractéristiques esthétiques et les conditions selon lesquelles est écrite la critique musicale. Je ne sais plus si j'ai... Ah oui, voilà. Avant ma conclusion un peu formelle, j'ai écrit une série d'outros qui sont, voilà, en fait, un peu des textes d'ouverture de ma recherche, un peu des pistes non seulement pour conclure certaines hypothèses que j'avais vaguement évoquées au cours de ma thèse, mais aussi pour montrer des directions dans lesquelles je voudrais potentiellement continuer cette recherche. Une première piste de réflexion concerne les identités raciales et le fait que cette question d'indicible est beaucoup plus théorisée par les critiques les critiques blancs que les critiques noirs. Il y a notamment un journaliste britannico-ghanéen qui s'appelle Kojo Eshun qui a complètement rejeté toutes ces hypothèse d'impossibilité et lui au contraire il a beaucoup écrit sur la techno en disant mais voilà c'est pas du tout difficile, c'est juste critique rock blanc qui n'y comprennent rien.
Donc voilà, il y a aussi un enjeu racial. Jeff Mills a été assez vocal sur son impression selon laquelle les critiques blancs n'ont pas forcément compris son travail. Donc il y a des choses à creuser à ce niveau-là. Globalement, je pense que, et ça c'est ma deuxième entrée, il y a aussi des questions autour des identités de genre, de classe sociale et de gentrification, et la manière dont la critique musicale a pu participer à tous ces enjeux. J'ai aussi une entrée concernant la responsabilité écologique qu'a pu jouer les médias dans la manière dont ils ont glorifié, disons, l'hypermobilité des musiciens, en glorifiant le fait que un musicien prend, surtout vers la fin des années 90, ça devenait de plus en plus normal de se déplacer énormément, et que plus un musicien se déplace, plus c'est interprété comme une forme de succès. Donc ça, c'est intéressant aussi, la manière dont on apprécie une œuvre musicale à l'aune de son exportation. Et enfin, une dernière entrée concernant la possibilité du sublime et le fait que, au-delà de toutes les hypothèses que j'ai pu faire ou défaire dans mon travail, j'apprécie encore profondément l'expérience d'ineffable ou d'indicible d'ailleurs, et que même si je prends beaucoup de recul par rapport au fait qu'il soit impossible de d'écrire et d'écrire cette musique, je reste très humble et très fascinée, et je crois qu'il y a vraiment j'adore cette expérience de ravissement dont j'ai fait l'expérience plein de fois sur les pistes de danse, et je pense que c'est aussi cette fascination qui m'a poussée à écrire cette thèse de beaucoup trop de pages. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Noémie.